Oui, donc bonjour à tous et bienvenue à cette 14e édition du World Forum. Et nous avons au cours de ces journées pu rencontrer toutes ces personnes inspirantes qui veulent avoir un impact et changer donc cette nouvelle économie. Et donc c'est la 14e édition et je suis très contente d'être ici avec vous. Donc nous n'avons pas de masque parce qu'au fait nous sommes seuls. Et j'aimerais bien être avec vous et être au sein du forum, mais vous nous manquez, mon équipe me manque, mais c'est un honneur pour moi au fait que l'on m'ait demandé de diriger cette conversation. Et j'ai découvert, et donc bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Nous sommes tous très contents d'être ici tous ensemble. Et l'année passée, on était resté sur la fin de nous avons le pouvoir de changer le monde. Et au fait, pour finir, c'est le Covid qui a changé le monde. Nous allons parler de gouvernance, de stratégie, et nous allons parler avec Ning. Et au fait, nous avons transformé notre façon de faire du business et nous avons changé les modèles de gouvernance pour aller vers une économie plus responsable. Et c'est vrai que l'économie a été très fortement impactée pendant des semaines et des semaines. Et donc là, Ning, avant de vous donner la parole, quand on vous dit « save the last chance », qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, avant tout, c'est un honneur d'être ici avec vous. Oula. Et lorsque j'ai vu le titre « Save the Last Chance », et comme vous pouvez voir que par mes caractéristiques, je suis chinois, et en Chine, nous avons pris toutes les crises comme une chance, et le Covid était donc une chance. Nous avons voulu j'ai voulu le voir en tout cas comme une chance qui me permettrait donc d'agir de manière très active et donc d'opérer une transformation. Mais en même temps, cela est également une très grande responsabilité parce que toutes les choses se sont accélérées depuis le Covid, parce que les consommateurs ont changé leur comportement et il faut au fait prendre les devants pour essayer de sortir de cette crise meilleure que nous ne l'étions avant. Merci beaucoup pour cette très belle introduction. Et au fait, c'est super pour commencer. Et nous avons donc 50 minutes devant nous. Et nous allons passer un très bon moment ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Léonore en France va se charger de me les transmettre. Et je voudrais découvrir qui est Ning Li. Nous vous avons invité parce que nous sommes certains que vous êtes une partie de cette transformation, que vous êtes acteur de cette transformation.
Et nous voudrions comprendre votre expérience sur la typologie. Quelle est votre nouvelle société que vous avez fondée et quels sont en fait les nouveaux enjeux des ressources humaines sur lesquels vous êtes en train de travailler. Et si on parle de vous, donc vous êtes né dans le sud de la Chine et votre femme s'appelle Roxane et c'est pour ça que vous avez appelé Roxane. Voilà, j'ai réussi à le replacer, donc je suis très contente. Et vous vous êtes marié avec Roxane, vous avez une petite fille. Alors, j'ai un background un petit peu étrange. Au fait, j'ai appris le français à l'école et j'ai fait mes études universitaires en France et j'ai créé ma première société avant d'aller en Grande-Bretagne. Alors, c'est un petit peu mon pays d'adoption. Et aujourd'hui, je suis en France pour la deuxième fois. J'ai une société à Londres et Apology est ma troisième société. Et en tant qu'entrepreneur, ce qu'il est important, c'est de voir comment les perspectives ont changé depuis le début jusqu'à maintenant. À 16 ans, quand je suis arrivée à Paris, alors j'étais un enfant unique, comme beaucoup d'autres enfants uniques de ma génération. Et au fait, en Chine, il n'y a pas un système de retraite énorme. Et donc, lorsque j'ai cherché mon premier travail, je savais au fait que j'avais besoin d'un salaire qui était stable parce que quelque part je devais également aider mes parents. Et ce que j'ai pu trouver à ce moment-là était l'investissement bancaire. Je faisais ça après mes heures de cours. Et j'ai très vite compris que même si j'étais très bien payée, au fait, c'était l'opposé de ce que je cherchais. Parce que je ne pouvais pas décider de ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai décidé de devenir entrepreneur. J'ai créé ma première société. Mon objectif, c'était une start-up qui s'appelait MyFab. Et mon objectif, c'était de gagner de l'argent et de m'assurer que je puisse avoir un retour financier pour soutenir mes parents financièrement et en cas de maladie et autres. Et comme j'étais vraiment dans ce tunnel, dans cet objectif, ça s'est mal terminé. Je l'ai vendu en réalité et je me suis un peu ennuyée parce que passer des journées sans avoir de but, c'est long. On ne peut pas prendre des vacances tout le temps et on ne peut plus prendre de vacances. Donc, j'ai décidé de lancer ma deuxième société qui est Made.com, un commerce de
de meubles, d'ameublement qui est basé à Londres. À l'époque, j'avais 26-27 ans, il y a 10 ans. Donc, la deuxième entreprise donc, à 26-27 ans. Et ça, c'est devenu une grande réussite. L'objectif était différent cette fois-ci. J'avais l'expérience et aussi l'expérience de la première société. Je voulais en faire une grande entreprise pour challenger l'industrie, le secteur d'activité et donner aux consommateurs ce qu'ils n'ont pas dans leur vie. Donc, la mission de Made.com, c'est de faire du design accessible à tout le monde. Parce que j'avais observé que, et c'est encore vrai aujourd'hui, vous avez de IKEA avec des meubles pas chers et de l'autre côté, vous avez des meubles magnifiques de designers. Et donc, en fait, je cherchais à trouver de belles choses sans dépenser des fortunes. Et donc, avec Internet, ça donnait l'accessibilité à des consommateurs, à des grands designers. Donc, ça, c'est le but de Made.com pour les 10 dernières années. Ça a commencé vraiment d'une petite start-up et maintenant, c'est devenu une grande entreprise dans 12 pays, avec 600 collaborateurs en Europe. Il y a quelques années, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai rencontré mon épouse qui s'appelle également Roxane et j'ai décidé de revenir à Paris. Et donc, nous avons décidé de créer une famille. Nous avons une petite fille qui a maintenant 3 ans. Et je voulais acheter de la crème pour elle. Et personnellement, je suis peut-être un peu paranoïaque, pardon. Donc, quand il fallait acheter quelque chose pour cette petite fille, je voulais vraiment trouver quelque chose, un produit qui soit vraiment bien recherché, avec toutes les composantes. Et j'ai découvert que quand vous prenez un récipient avec de la crème, vous lisez les ingrédients, vous avez tant de mots que vous ne pouvez même pas prononcer avec des mots chimiques. Et donc, ça m'a vraiment fait peur. Donc, ce qui m'a fait encore plus peur, c'est de rechercher ensuite sur Internet les molécules, de comprendre ce qu'il y a dedans. Il y a tant de substances qui sont controversées et une désinformation sur certains éléments que je me suis dit, il n'y a rien dans cette pharmacie que je puisse acheter pour ma petite fille. Même pas pour moi d'ailleurs. Comment est-ce que les consommateurs savent aujourd'hui? Et donc, à partir de là, j'ai eu l'idée de créer Typologie, qui est une marque de soins pour la peau, avec des formules très intègres, avec des produits qui sont sains pour l'homme et pour la planète. Parce que je me suis rendu compte que, surtout dans l'industrie cosmétique, pendant de longues années, le marketing a créé des produits pour des consommateurs. Et chaque jour, il y a des centaines et des milliers de produits qui vous tombent dessus. Et ça a été très polluant pour la planète. Je pense que c'est un des secteurs d'activité les plus polluants par rapport à l'impact sur l'environnement. Mais aussi, ça a créé beaucoup de conséquences pour le corps humain. Quand vous avez, par exemple, des produits qui sont lancés sur le marché, et vous ne pouvez faire qu'un certain type de test sur des êtres humains pour certains ingrédients. Mais quand vous utilisez un produit de dermatologie, enfin de soins pour la peau, si vous voyez que l'accumulation de certains produits
n'est pas quelque chose qui est recherché aujourd'hui. Donc, quand vous utilisez une crème pendant longtemps, donc on ne connaît pas les conséquences peut-être négatives. Donc, il y avait un besoin pour le consommateur et pour le secteur d'activité d'évoluer vers quelque chose de plus positif, de quelque chose de plus responsable en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que secteur d'activité en faveur du consommateur. Donc la mission de typologie, j'avoue que c'est un peu idéaliste, c'est de changer le secteur d'activité vers le mieux pour que ce soit meilleur pour l'être humain et la planète. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suppose. Tout à fait. Donc, nous avons beaucoup de monde ici en ligne et beaucoup de gens sont en train de nous regarder. Nous regardons par l'avenir. Typologie est donc une réponse pour de meilleurs produits comme Smith et pour la planète. L'expérience consommateur est excellente, impressionnante. Je vais être très transparente avec vous. Je n'ai jamais utilisé de produit typologie. Je le ferai peut-être à l'avenir. Est-ce que vous avez travaillé avec des dermatos? Comme vous le disiez, c'est le secteur d'activité le plus polluant du monde. Ce n'est pas le pétrole, c'est la cosmétique. C'est le pétrole et c'est seulement numéro 2. Donc, il y a beaucoup de recherches nécessaires, d'essais. Et vous, comment est-ce que vous avez réussi à créer ces produits où, dans une bouteille, vous mettez seulement les essentiels, les produits essentiels dont nous avons vraiment besoin? Donc, moi, je viens de l'extérieur de ce secteur d'activité. Et en tant qu'outsider, vous avez beaucoup d'inconvénients. Vous ne savez rien. Mais c'est un avantage. Parce que vous commencez sur une page blanche, vous n'êtes pas obligé de continuer de penser comme tout le monde, quelqu'un qui est formé par le secteur d'activité depuis des années. Donc, quand nous avons commencé Typologie, nous avons commencé par réfléchir. Qu'est-ce que les consommateurs cherchent aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous pourrions, ou même qu'est-ce que nous aimerions acheter? Trouver des produits facilement sur une étagère à Sephora ou dans une pharmacie? La réponse est assez étonnante. En faisant quelques analyses, nous avons trouvé que les consommateurs ont des demandes beaucoup plus avancées que ce que le secteur d'activité peut proposer. Ils veulent de la transparence, des produits sains et simple, alors que le secteur d'activité n'a pas bougé encore autant. Tout ce qui est les produits de soins a grandi plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, à une époque où les produits chimiques avaient une autre signification à l'époque. Donc, il y avait une fascination pour le pouvoir magique de la transformation de produits chimiques. Je vais vous couper là parce que vous savez que j'habite en Floride. Nous avons un gros problème, ce sont les moustiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les moustiques, c'est le problème numéro 1 de malaria, de mortalité par malaria. Moi, j'ai une peau très blanche. Ils adorent ma peau. Je peux mettre tous les sprays que je veux sur ma peau. Et c'est très chimique, ça sent mauvais, c'est désagréable. Mais tout d'un coup, j'ai pris un spray qui était seulement du citron et de l'eucalyptus. C'est pas plus cher et c'est le meilleur des produits. Mais c'est le seul qui marche aussi pour les petits-enfants, les bébés, parce que les moustiques aiment bien la peau des bébés. Donc, c'est pour ça que je voulais donc souligner cette idée de typologie, cette idée de base. Vous ne mettez les ingrédients que les essentiels dont nous avons vraiment besoin.
Ce ne sont pas des produits chimiques. Et je pense qu'avec la pandémie, nous pensons à une autre manière de prendre soin de nous. Oui. Ça a changé pas mal de choses, je pense. Le souhait d'avoir accès à des produits sains a toujours existé, mais la pandémie, quelque part, nous a apporté une accélération du changement en 3 mois. Parce que nous n'avons rien fait pendant 10 ans. Ça a beaucoup accéléré les choses. D'accord. Donc, dans votre entreprise, vous êtes un entrepreneur plein de réussite. Je vais prendre une question du public de Louise. Quelles étaient vos relations avec le monde de l'ameublement, de la décoration et le monde de la cosmétique? In English, before creating Avant de créer tous ces succès, quelle était votre relation avec le monde de la décoration et le monde de la cosmétique? Est-ce que vous étiez déjà connecté avec eux? Non, pas vraiment. Merci pour cette question, Louise. Non, je n'avais pas de la moindre connaissance de ce secteur d'activité. Dans les 2 cas, j'étais l'outsider. Je vais vous dire comment est-ce que j'ai commencé à l'époque. Il y a des parallèles entre les 2 créations. Donc, quand j'ai vendu la première société, j'avais un peu d'argent. J'ai acheté une maison et j'ai décidé de la décorer. Et là, j'ai vu ce très beau canapé qui coûtait 3 000, 4 000 euros. Et je me suis dit, voilà, je vais pouvoir... Est-ce que je vais pouvoir l'acheter? Ce n'est pas un prix normal quand vous voulez acheter quelque chose de magnifique. Et avant de l'acheter, je regardais sur mon BlackBerry à l'époque, c'était un BlackBerry à mes amis, avec lesquels j'ai grandi en Chine et qui ont une entreprise de meubles. Je voulais avoir une opinion d'expert, on va dire. Il a dit, attends, je vais vérifier si ça existe. Il a dit, attends, nous produisons ce canapé dans mon entreprise. Donc, par curiosité, je me suis dit, combien est-ce que tu le vends? Et il m'a dit 300 $. 300 $, qui est quelque chose qui était vendu à 3 000 à 4 000 euros. Et donc, je l'ai acheté directement chez eux. Et c'est là que je me suis rendu compte comment est-ce que le secteur d'activité a pénalisé le consommateur. Donc, ces 2 entreprises, comme on dirait dans le forum, commence petit, pense grand. Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxièmement, utilise localement, prend des ressources locales et développe l'économie locale. Et vous voyez qu'il y a un lien entre les 2 questions. Exact. En ce qui me concerne, penser grand et commencer petit, je crois que c'est l'inverse en fait. Mais quand on voit l'impact sur la société, ça a été plutôt une mission pour l'entreprise Typologie qui est fabriquée à 100% en France et nous vendons en France pour l'instant et nous voulons à l'avenir vendre dans d'autres pays. Le point que je voulais dire, mon point, c'est que quand je voulais créer la 3e société, ma motivation, ce n'était pas seulement de monter un business, mais aussi de créer quelque chose qui aille au-delà, quelque chose qui aille un impact sur la société.
et ce qui n'était pas le cas dans mes autres entreprises avant. Quand j'ai créé Typologie, nous avons bien réfléchi et longtemps avec quelques copains et avec les premiers collaborateurs, comment est-ce que nous pouvons nous aligner plus sur les objectifs de faire des affaires, mais aussi de faire un impact positif sur la société, de faire quelque chose qui soit faire des affaires et faire du bien, que ça aille de pair. Et je pense que la typologie nous a permis de remplir cette mission quelque part. Aujourd'hui, les consommateurs ne cherchent pas seulement un bon produit, ils cherchent aussi des produits qui soient responsables pour l'économie et pour la société. Donc en fait, vous challengez aussi le produit et les producteurs. Nous les voulons plus propres, plus sains, meilleurs pour l'environnement quelque part. Exact. Surtout les produits. Tout commence avec le produit. Quand vous mettez le produit, ou laissez-moi reformuler ce que je voulais dire. Si votre seul objectif c'est de faire du profit, votre motivation est de maximiser le prix de vente et de minimiser les coûts de production. Et quand vous voulez minimiser les coûts, vous pouvez le faire. Vous choisissez la bouteille et pour les mêmes ingrédients, vous pouvez choisir des ingrédients qui sont peut-être bons pour la santé à court terme, mais moins bons pour le long terme. Vous le savez, mais vous le faites parce que ça maximise votre profit. Donc, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est le souci du secteur d'activité. Quand nous avons commencé à créer Typologie, notre mission que nous avons définie nous-mêmes, c'est un peu notre slogan, notre tagline. Nous, en tant que société, notre but, ce n'est pas seulement de faire du profit, mais de faire du business en faisant du bien à l'être humain et à la planète. Et que donc, quand on fait un arbitrage et on doit sélectionner les ingrédients, nous avons une approche plus long terme par rapport à la santé de l'être humain et de l'environnement. Donc, par exemple, les ingrédients, vous allez prendre des citrons du sud de la France ou de l'huile du Maroc. Est-ce que vous avez du sourcing durable de petits producteurs ou comment est-ce que vous faites? Alors, nous produisons tout localement en France. Et chacun des ingrédients aujourd'hui, ça dépend de la taille ou du volume de production. Et nous allons directement, le plus possible, chez le producteur, que ce soit au Maroc, différentes huiles ou aussi du Maroc ou d'autres régions, enfin de la même région un peu. Il y a beaucoup d'ingrédients qui viennent d'autres pays du monde et où nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe. Et comme nous sommes toujours très transparents, nous voulons être sûrs d'avoir un sourcing direct aux producteurs pour avoir une bonne relation avec eux. Parlons maintenant peut-être de la vente en ligne. La vente en ligne a pris une nouvelle dimension dans la vie et l'esprit des personnes pendant la pandémie. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait. Vous parlez de Sephora, par exemple, mais on peut parler aussi d'une autre société, bien sûr, n'importe quelle grande surface. Vous y allez ou vous allez en ligne.
il y a une grande pression tout d'un coup d'être en concurrence avec les autres, la concurrence en ligne. Comment est-ce que vous avez fait? Typologie vend des produits de soins pour la peau et les gens ne l'achètent pas forcément en ligne. C'est quelque chose, vous avez besoin de beaucoup de confiance. Les gens vont le mettre sur leur peau, vont vouloir le mettre sur leur peau avant de l'acheter. Ils ont besoin de l'expérience. Mais une fois qu'ils ont trouvé le produit, ils sont très loyaux. Ils restent longtemps avec le produit. Une fois qu'ils ont compris que ça marchait sur leur peau, que c'était bon, ils restent. Donc, traditionnellement, je pense que c'est mieux dans des boutiques pour des produits de la peau, parce que c'est une question de confiance et de test personnel, on va dire. Mais la génération plus jeune, qui est née avec la numérisation, Internet, Instagram, n'ont pas forcément l'habitude de consommer comme leurs parents. Pour eux, c'est une page blanche et ils seront plus enclins à acheter en ligne. Quand ils voient quelque chose qui est attractif, attirant, ils sont plus enclins à devenir nos clients. La COVID a transformé beaucoup de choses. Beaucoup de magasins ont dû fermer et beaucoup de gens ne vont plus dans les grandes surfaces à cause des distances et d'autres contraintes. Ce n'est plus aussi sympa qu'avant. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, un grand public qui se sont mis sur Internet et qui repensent leur manière d'acheter des produits. De quoi est-ce que j'ai besoin vraiment? Est-ce que je peux avoir moins de produits dans ma salle de bain? Est-ce qu'il y a des choses dont j'ai besoin plus que d'autres pour ma santé? Donc c'est une opportunité pour de jeunes marques dans cette phase de test et la manière dont les gens achètent. Ils vont plutôt acheter en ligne qu'avant et qu'il y a encore quelques mois. Est-ce que vous aviez mis en place une stratégie? C'est une autre question qu'on vient de recevoir. Une stratégie numérique avec des influenceurs. Est-ce que vous avez des tutos sur Instagram où tout le monde a essayé différents produits, etc. On voyait ça sur Internet. Est-ce que on peut leur faire confiance? On dirait que vraiment c'est un nouveau marché, n'est-ce pas? Nous ne payons personne pour le faire. Nous avons des blogueurs et des influenceurs qui parlent de nous, mais nous n'avons payé personne pour le faire. Je pense que notre stratégie, c'est plutôt de créer les meilleurs produits et de nous focaliser pour le prouver. Et je pense qu'après, les gens en parleront. Et bien être clair et améliorer l'expérience client. Et ensuite, les gens parleront. Nous ne pouvons pas contrôler les gens, ils en parleront. On ne les paye pas pour le faire. Et nous avons de meilleurs produits. Donc, à long terme, je pense que nous avons plus de chances de gagner. C'est comme ça que je le vois. Donc, pour répondre à vos questions, est-ce que nous avons une stratégie d'influenceurs? Oui, nous l'avons. Mais ça se focalise plutôt sur créer les meilleurs produits sur le marché. Merci. Et nous allons revenir sur le thème donc Save the Last Chance et lorsque vous avez dit oui, c'est peut-être la bonne occasion pour changer de comportement. Oui, c'était une bonne introduction. Et dans le World Forum, nous pensons que nous avons des entrepreneurs de taille qui
certainement sont beaucoup plus respectueux de l'environnement et je vous remercie en tout cas de nous donner et de nous fournir des produits qui sont bien plus respectueux. Et pour moi, il est 10h10 le matin, donc je prends mon café et j'aimerais bien que l'on parle des nouveaux problèmes que nous devons faire face, auxquels nous devons faire face avec le Covid. Alors là, je parle un petit peu des descriptions de postes. Et vous, est-ce que vous pensez que vous allez recruter les personnes de manière différente? Est-ce que les personnes devront être plus adaptables? Quelle est au fait votre stratégie de recrutement? Alors, avant tout, nous recrutons parce que nous avons la chance qu'en tant qu'entreprise digitale, nous avons pu continuer à grandir au cours de cette pandémie. Et le challenge aujourd'hui est non seulement de recruter, mais au fait, nous avons vu que les équipes existantes pouvaient travailler à distance. Et parce que, par exemple, ils peuvent se chamailler même à distance. Donc, mais pour ce qui est du recrutement, au fait, le fait d'être à distance n'est pas quelque chose de vraiment positif parce que lorsque vous avez de la distance entre les personnes, lorsque vous parlez à quelqu'un à distance, vous devez le programmer, c'est quelque chose qui est plus fatigant. Et on a l'impression en fait de ne pas connaître les personnes comme avant. Et il est également plus difficile d'intégrer de nouvelles personnes dans l'équipe. Donc nous sommes en train de travailler pour voir comment nous pourrions recruter les personnes et également, nous sommes en train d'essayer de voir si nous pouvons ramener les personnes au moins en contact avec les autres, ne fût-ce que partiellement. Et il y a eu un autre challenge très important au cours de la pandémie. Au fait, les standards pour le recrutement sont extrêmement élevés et on faisait généralement 6 ou 7 rendez-vous pour une même personne, alors qu'avant on l'invitait dans nos bureaux et c'était beaucoup plus facile. Le processus de recrutement était nettement plus court. Donc, nous voyons très bien que nous devons innover, peut-être baisser un petit peu nos niveaux d'exigence, nos standards d'exigence. Mais en tout cas, le fait d'être à distance n'est pas quelque chose d'extrêmement pratique. Et c'est une des choses les plus difficiles, j'ai envie de dire. Et il en va de même pour le fait d'intégrer les personnes dans l'équipe. Alors, si l'on parle de diversité, est-ce que pour vous c'est un atout, le fait d'avoir de la diversité au cœur de l'entreprise? Pourquoi? Alors, je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'heure actuelle. Et comme j'ai dit avant, je suis née en Chine et je vis entre la Grande-Bretagne et la France. Et je pense que la diversité fait partie de la vie. Et donc, lorsque on doit recruter, surtout pour des petites entreprises,
il faut recruter des personnes qui, en tout cas, sont le reflet également de nos croyances, de nos valeurs. Et nous avons entre 40 et 50 nationalités. Donc, au fait, c'est mais ce n'est pas un challenge, nous ne le considérons pas comme tel. Au contraire, c'est un atout. Parce que, au fait, si vous avez plusieurs points d'appui dans une équipe, vous pouvez bouger beaucoup plus rapidement. Si vous avez peu de diversité au sein d'une équipe, au fait, tout le monde regarde dans la même direction. Si par contre la diversité est très élevée, cela devient beaucoup plus riche et cela permet une ouverture d'esprit qui est nettement plus grande. Et donc cela engendre également une plus grande créativité. Et donc voilà, cela vient également de notre goût pour le challenge. Mais alors, lorsque vous êtes devant une page blanche, quel est l'impact sociétal? Est-ce que vous en avez... Alors, est-ce que vous avez déjà été confronté à ça dans votre stratégie? Alors, je pense que cela est compatible avec la diversité parce que vous voulez que les personnes aient les mêmes croyances de base, mais vous voulez qu'elles soient extrêmement différentes. Alors, elles travaillent dans la même direction, mais au fait, la diversité vient s'ajouter à cela et est extrêmement enrichissante. Alors, nous avons des personnes qui viennent de différents pays, qui ont une religion différente, qui ont fait des études différentes. Voilà, mais tout ça, cela vient enrichir notre société. Alors, en tant que société, comment pouvez-vous générer de l'enthousiasme, des pensées positives dans cette période très difficile? Et est-ce que vous avez des initiatives que vous pouvez nous expliquer et qui ont été très efficaces? Alors, les initiatives pour un environnement durable, ce qui est important, c'est l'alignement. Si vous voulez travailler dans le long terme, il faut que les personnes soient alignées. Le meilleur impact... Alors, même si au fait l'État vous impose un cadre et des standards très rigides, il faut que vous puissiez continuer. L'important, c'est de pouvoir dire que la raison d'être et pour qu'une entreprise puisse vivre et avancer, elle doit penser au-delà des bénéfices. Il faut que les entreprises soient alignées dans leur pensée de faire quelque chose qui soit bon pour les personnes, pour les hommes et pour la planète. Pour de nombreuses entreprises, l'élément essentiel a été le profit, mais au fait, on pensait que le profit était pour les actionnaires. Voilà, c'était le seul but de nombreuses entreprises. Mais aujourd'hui et dans le futur, nous avons besoin de plus d'entreprises qui regardent plus loin que leur propre profit
mais qui est un objectif qui soit aussi important, mais que le bénéfice dont on parle soit pour l'environnement. Mais nous n'avons pas de réponse parfaite. Alors, au fait, il n'y a pas de réponse parfaite parce que pendant les 14 années au World Forum, nous avons vu différents exemples, BNP, Veolia, d'autres petites entreprises qui étaient en Afrique, voilà. Et vous êtes toutes des sociétés, petites ou grandes, qui sont très inspirantes. Et pour nous, c'est extrêmement important de partager avec vous et d'entendre ce que vous avez à nous dire. Que ce soit les ressources humaines doivent être éthiques et vous devez avoir un pilier et il faut construire autour de ce pilier. Pour nous, la différence est que maintenant, nous essayons de voir, de comprendre ce que les consommateurs, ce que les clients cherchent. Et si les produits, au fait, conviennent mieux aux consommateurs, très probablement, ils conviendront mieux à la planète. Et l'impact, au fait, sur la société ne doit pas être un point de blocage, mais au contraire, une force, une énergie. Au fait, il ne faut pas mettre en œuvre juste des bonnes actions, mais au fait, le fait de créer des produits qui sont bons pour les personnes, c'est ça qui génère le bénéfice. Au fait, voilà, quand je parlais d'alignement, c'était ça que je voulais dire. Pour nous, au fait, cela engendre plus de croissance et plus de ventes. Vous faites partie de B Corp et est-ce que c'est difficile, au fait, d'être un bon exemple pour tous les autres? Alors oui, c'est difficile parce que, au fait, les exigences sont très élevées et quand vous êtes une start-up, au fait, vous avez d'énormes préoccupations et au fait, vous devez lutter tous les jours. Chez Typology, nous avons essayé de travailler vraiment à partir des bases et d'atteindre au fait des niveaux très élevés d'exigence. Et est-ce qu'il y a au fait un benchmarking qui peut faire que nous serions vraiment responsables? Et au fait, nous pensons que B Corp est un élément efficace parce qu'il nous a aidés à être vraiment en ligne par rapport aux actions que nous menions à bien. Voilà, donc au fait, ça a été tout bénéfice. Alors, je pense que nous arrivons à la dernière question. Comment est-ce que vous envisagez le leadership pour demain, pour le futur? Alors, le leadership du futur, je ne sais pas, c'est une bonne question, elle est très complexe. Je vais répondre pour moi, avec ma propre compréhension des choses. Avant tout, un bon leader du futur, il ne prendra pas seulement en compte les tâches qu'il doit faire et dans de nombreux cas, il ne vérifiera pas juste le résultat atteint. Alors, certes, il y aura ça, mais il faudra qu'il regarde bien plus loin
Et il faudra qu'ils soient capables d'évaluer l'impact pour la société, pour l'écologie, pour la planète. En fait, le changement qui est en train de s'opérer aujourd'hui vient des employés, des salariés, parce qu'ils veulent travailler pour une société qui a une mission et ils veulent avoir un impact qui va au-delà du travail qu'ils exercent tous les jours. Et alors, c'est vrai que l'idée reste quand même celle de générer du profit, mais les générations plus jeunes sont disposées au fait à gagner un petit peu moins s'ils ont l'assurance qu'il y a une mission dans le travail qu'ils font. Et l'idée est de créer quelque chose positif dans leur vie. Voilà, il n'y a pas que le fait de faire de l'argent. Et c'est quelque chose de spectaculaire, je dois dire, de fabuleux. Parce qu'avant, on parlait de croissance, et au plus les sociétés montraient ou engendraient de la croissance, plus respectables ces sociétés devenaient. Aujourd'hui, nous avons de nombreux étudiants, et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants en ligne. Alors, certains arrivent de grandes écoles pour faire du social business. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est très bien et c'est peut-être la dernière chance dont nous avions besoin. Et je suis contente de voir que, tout comme moi-même, tout le monde passe à travers différentes phases et évolue. Au départ, je voulais faire juste de l'argent, le plus possible d'argent. Et par la suite, j'ai vu que pour m'épanouir dans ma vie, l'argent n'était pas tout ce qui me motivait dans la vie. Alors, évidemment, on a besoin de l'argent, mais on avait besoin aussi d'éléments positifs de l'autre côté. Donc, lorsqu'on dit « Save the last chance », pour le public qui nous écoute aujourd'hui, c'est la dernière chance. Est-ce que c'est dernière chance pour aller vers des nouveaux comportements parce que tout a changé, par exemple. Maintenant, nous devons tous porter un masque. Alors, au fait, quelle est cette dernière chance? Juste pour conclure, parce que nous arrivons à la fin du temps imparti. Alors, je suis optimiste de nature donc, ce qui se passe, le Covid, passera et disparaîtra, on espère, quelque part. Alors, on aura besoin peut-être de 3, 6 ou même 18 mois, peu importe. Mais les personnes, au fait, travaillent beaucoup plus chez elles et donc réfléchissent beaucoup plus, elles sont plus centrées sur elles-mêmes. Et c'est ce temps-là, au fait, qui engendrera le changement. Parce que ce sont des moments positifs. Au fait, on a l'opportunité de penser au passé, de voir ce qui est bon pour soi-même, pour les autres. Et au fait, on va pouvoir penser et dire qu'est-ce qui me fera dormir mieux, qu'est-ce qui fera que je vivrai mieux après la pandémie. Voilà comment je le vois. Merci beaucoup et
Je vous remercie beaucoup et c'était très agréable de passer 1 heure avec vous. Et merci beaucoup de nous avoir offert cette possibilité de partager avec vous. Alors, je ne vous entends pas de la régie. Est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question? Parce que je pense que nous arrivons à la fin. Merci beaucoup pour ton authenticité, ta sincérité. Et nous arrivons donc à la fin. Et voilà, là, nous avons parlé des forces pour le futur. Donc, vous pouvez aller sur made.com and typology.com. Merci Roxane. Au revoir Ning. Au revoir.